Alors bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci aux courageux qui ont bravé l'hiver et le deuil national, les deuils nationaux pour venir. Et donc ce soir, nous accueillons Nathalie Perbonne en tant que libraire d'un soir. Donc elle va nous présenter les livres qu'on comptait pour elle ou qu'elle veut partager avec nous. Voilà, je te laisse causer. Alors, c'est moi qui écoute. Gilda m'a demandé d'en choisir 7, ce qui est beaucoup. Alors, du coup, je me suis dit que j'allais faire des... Si, il y en a bien 7. Il y en a 2 qui sont optionnels. Oui, cela c'était pour évoquer. On va dire, voilà. Ah oui, j'en vois 9. On en parlera peut-être pas, je sais pas. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire des familles, des groupements. Parce qu'en fait, évidemment, les bouquins qu'on aime, on les aime pour des raisons différentes, à peut-être des moments différents, mais il y a quand même des constantes un petit peu. Et moi, en réfléchissant à ce que j'allais choisir, je me suis dit quand même qu'il y avait 2 grosses familles dans les bouquins que j'aimais et qui avaient compté. Il y avait d'une, ceux qui me permettaient de percer le quotidien, les réalités, ce dont on parlait tout à l'heure, de faire des brèches en fait, ou de la faire dérailler, peu importe. Donc là-dedans, on a Garcia Marquez, Saramago, évidemment le Don Quichotte et Cortázar. Et l'autre groupe, c'est plutôt les bouquins dans lesquels que je consulte comme des oracles, un petit peu dans lesquels je cherche des réponses quand j'ai un problème dans la vie, voilà, que je dois prendre une décision, faire des choix, etc. Donc là, je lis des bouquins et j'espère que au détour d'une phrase, la lumière va surgir et que je vais avoir la réponse. Donc là, c'est plutôt des bouquins comme Annie Ernaux, effectivement, Simone de Beauvoir, bon, et aussi beaucoup les fleurs pour Algernon, on va dire pour d'autres raisons. Donc voilà, donc ça c'est les j'ai tout bien rangé, organisé. Je peux commencer par qui je veux. Je peux commencer par celui qui va sûrement pas être votre choix, à vous, spontané et premier peut-être. Il faut toujours manger ce qu'on aime le moins dans une assiette. Moi c'est ce que je préfère en l'occurrence, mais c'est le Quichotte. Non, je dis ça parce que c'est un classique. Le classique, Calvino il disait... le classique, c'est les livres dont on dit jamais je suis en train de le lire, mais je suis en train de le relire. Bon. Et en fait, on ne le lit pas du tout, quoi. Mais moi, j'adore Don Quichotte. C'est un bouquin que j'ai très souvent conseillé à mes amis pendant très longtemps, et ils revenaient invariablement vers moi en me disant Nathalie, bon, ton bouquin, il m'est vraiment tombé des mains, des bras, sur les pieds, etc. Jusqu'à ce que Aline Schulman le retraduise. Parce qu'en fait, moi, malheureusement, je le lisais en espagnol et je n'avais pas connaissance des traductions. Et les traductions, elles vieillissent, en fait. Et le Quichotte en français, il était illisible. Il était poussiéreux, il était désuet, et c'est vrai qu'il n'était pas lisible pour un Français. Depuis que cette dame, elle a pris 7 ans de congé pour retraduire le Quichotte, elle l'a rendu lisible de nouveau pour les Français. Alors, dans 50 ans, ou 60 ans, ou 100 ans, de nouveau, cette traduction et traduction ont pour vocation de vieillir, malheureusement, et donc il faudra le retraduire sans doute. En attendant, maintenant, on peut lire le Quichotte en français, donc il faut en profiter. Alors, c'est un livre qui a quand même une histoire que peut-être, je sais pas, on connaît moins en France qu'en Espagne. On a 2 volumes comme ça. En fait, Cervantes, il a écrit la première partie en 1605, et puis à la fin, il annonce que voilà, il va écrire la suite. Et puis, c'est un livre qui a eu énormément de succès d'emblée, et les lecteurs attendaient la suite, qui n'arrivait pas. 1605, 1606, 7, 8, 9, et en 1614, il y a Le Quichotte 2 qui sort, malheureusement signé non pas par Cervantes, mais par un dénommé Avellaneda, dont on ne sait toujours pas aujourd'hui qui c'est, enfin c'est un pseudo, qui a doublé Cervantes sur la dernière ligne droite et qui a publié sa propre deuxième partie. Cervantes est lui en train d'écrire sa deuxième partie, ce qui fait qu'à partir du chapitre 59 de sa deuxième partie, qui publie dans les suivantes, il passe son temps à prendre le contre-pied d'Avellaneda, en disant voilà, Don Quichotte n'a pas du tout été à Saragosse, mais il était à Barcelone, etc., etc. Donc en fait, comme c'est un texte qui joue sur les textes, et en plus qui intègre la fausse suite de la première partie qui a été écrite, c'est un jeu de miroir qui est complètement et qui raconte bien ce qu'est le Quichotte en fait. Alors bon, Don Quichotte, c'est un personnage qui décide. Moi, je me suis très largement inspirée de Don Quichotte, sans aucune prétention, mais quand j'ai écrit mon dernier roman, parce que je raconte l'histoire d'un comptable qui
qui décide qu'il est botaniste. C'est mon petit Quichotte à moi, c'est-à-dire Don Quichotte, lui, il décide, c'est un vague hidalgo de la Manche qui décide qu'il est effectivement qu'il est chevalier. Il décide surtout qu'il va regarder le monde avec un filtre qui sera celui des livres qu'il lit. Et que donc les moulins peuvent être des géants, que les bergères peuvent être des princesses, ou que les auberges peuvent être des châteaux. Et en fait, et là, c'est un livre en plus qui est un petit peu étonnant parce que c'est un vrai foutoir, à vrai dire. Parce que il y a le Sancho et Don Quichotte qui avancent comme ça, qui vivent leurs aventures tranquillement. Et puis de temps en temps, ils arrivent à un endroit et ils rencontrent quelqu'un qui va raconter son histoire, sans aucun lien avec l'intrigue principale. Ou alors ils vont trouver un coffre dans lequel ils vont trouver un manuscrit qu'ils vont lire, sans aucun lien avec l'intrigue principale, etc., etc. Donc on a une histoire comme ça, première, qui est constamment coupée par des récits intercalés, qui coupe complètement. On a plein de perspectives différentes, en fait. On a Don Quichotte qui voit la réalité comme il a envie de la voir, et on a plein de narrateurs différents, de fait, qui coupent l'histoire principale. Ça fait que l'histoire, elle est multiple, et ce que nous raconte Cervantes en permanence, c'est, en fait, la réalité, il n'y en a pas une, de toute évidence. Il y en a plein. On peut la regarder comme on peut, comme on veut, et puis de toute façon, elle est plurielle. Ce qui, pour l'époque, est absolument sidérant. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le Quichotte, c'est que c'est un perdant. On a dit que c'était un perdant magnifique. C'est quelqu'un qui ne vint jamais, qui se prend rouste sur rouste, mais qui ne renonce jamais, qui continue. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a servi de porte-drapeau à tant de causes en fait, que ce soit pendant la guerre civile espagnole, que ce soit par la suite. C'est un personnage qui arrête jamais. Je sais pas si j'ai le temps de raconter une petite histoire. Aussi, j'ai le temps de raconter. Je la raconte souvent, mais j'adore cette histoire en fait. C'est une histoire vraie. C'est un homme qui s'appelait Eulalio Ferrer, qui est mort il y a peut-être 3-4 ans maintenant, qui a combattu dans l'armée républicaine pendant la guerre civile espagnole, qui était gradé dans l'armée des républicains, et qui en 1939, quand les républicains ont perdu évidemment, a franchi comme beaucoup d'autres les Pyrénées à pied, la retirada, tous Espagnols qui ont traversé la frontière pour se retrouver en France, et qui sont arrivés en France et qui ont été en fait mis dans des camps, puisqu'on les a mis dans des camps à Argelès notamment. Lui s'est retrouvé à Argelès et il avait ses vêtements sur lui et un paquet de cigarettes. Et il ne fumait pas, pour le coup. Et il s'est retrouvé face à un camarade de camp, qui lui a dit écoute, je t'échange ton paquet de cigarettes contre ce que j'ai moi. Et ce qu'il avait lui, c'était le Quichotte. Donc, Eulalio Ferrer se retrouve avec le Quichotte, dont il se sert surtout comme oreiller, dans un premier temps, comme ça. Et puis la vie dans un camp, elle est longue, les heures s'étirent. Alors il finit par l'ouvrir, ce livre, et il a tenu un journal qu'il a publié 60 ans plus tard. Il raconte que petit à petit, il s'immerge en fait dans ce récit, et qu'il commence à s'identifier totalement à ce personnage qui est un perdant, parce que eux, c'était des perdants. Ils avaient perdu, ils étaient tous des perdants. Ils étaient cloîtrés comme ça, et ils commencent et ils racontent en fait, comme d'autres ont raconté qu'ils ont survécu dans un camp grâce à un poème ou un morceau de musique, lui il raconte qu'il a survécu grâce au Quichotte en fait. Cet homme-là, au bout du compte, je résume, il va finir par partir au Mexique. Le Mexique est ce pays qui a envoyé pas mal de bateaux pour accueillir les républicains espagnols. Donc il part au Mexique comme ça sur un de ces bateaux. Il s'installe au Mexique, il va finir sa vie au Mexique, il va devenir très très bien réussir sa vie, devenir un publicitaire très très riche, etc. Et vers la fin de sa vie, il a décidé de remercier et la nation qui l'a accueilli et qui lui a donné une nouvelle vie, et le Don Quichotte qui lui a sauvé la vie. Et il a créé dans un petit village du sud du Mexique le musée iconographique du Quichotte, où alors il y a une collection incroyable de peintures, sculptures, et puis il y a un centre d'études sur Cervantes, etc. Et il l'a offert au Mexique, voilà. Et il a publié donc je trouve cette image, cette histoire assez jolie. Elle raconte de quelle façon on peut encore survivre grâce aux livres et aux classiques encore aujourd'hui, voilà.
Bon, peut-être que moi je peux passer pendant des heures du Quichotte, mais je pense qu'il faut me donner que je passe à autre chose. Au suivant. Mais il y en a 7. Il y en a 7, voilà. Je sais pas, je peux parler de Cortázar, puisqu'on a dit qu'on faisait un petit peu par famille. Par famille, voilà. Alors, j'ai apporté mon petit bouquin, c'est le même d'ailleurs en fait. Cortázar, c'est un Argentin, mais il est presque français, puisqu'il a passé les 30 dernières années de sa vie à Paris. Il a même été naturalisé pardon, par Mitterrand en 81. Et il est enterré au cimetière. Et il est au cimetière, voilà, exactement. Et c'est une tombe très visitée d'ailleurs. Et donc lui, il a comme ça une conception de la littérature qui est très ludique en fait. Le jeu est très important dans sa façon d'écrire. Pour lui, la littérature peut servir à faire dérailler la réalité. Et il associe de commun avec Cervantes, qui considère qu'il n'y a pas une réalité, mais il y en a plusieurs en fait. Et que les trous d'air sont toujours possibles. L'histoire que je raconte toujours, c'est une de mes obsessions en fait. Cette histoire, elle est dans ce recueil. Elle raconte bien ce qu'est Cortázar. Cortázar, il nous raconte des scènes de la vie quotidienne. Alors, soit il nous donne des modes d'emploi, soit il nous indique les choses trappes. Alors, je vais donner 2 exemples pour l'un et pour l'autre. Les choses trappes, c'est par exemple cette nouvelle où il raconte l'histoire d'un homme qui enfile un pull. Donc voilà, donc là, on est dans la banalité la plus crasse. C'est voilà, on enfile un pull. Et il raconte que cet homme, voilà, il lui arrive ce qui nous est tous arrivé un jour, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas tout de suite la sortie. Il se dit, bon là, je vais être dans la Manche. Il s'y reprend un petit peu, il y a les brins de laine qui s'immiscent dans ses narines, ça devient de moins en moins agréable, enfin, ça finit très très mal en fait, c'est horrible. Et c'est un texte qui fait que pendant les semaines qui suivent, on n'enfile plus un pull tout à fait sereinement, parce que justement, il a rendu une neutralité tout à fait inquiétante en fait. De la même façon, il a publié des modes d'emploi, Cortázar. Parce qu'en fait, il me dit voilà, bon là on a une table, est-ce que vous avez déjà vu un mode d'emploi à côté de la table? Non, jamais en fait, hein, il n'y a jamais de mode d'emploi. Donc il écrit un mode d'emploi, il écrit des modes d'emploi pour... j'ai photocopié un texte, un tout petit texte, je sais pas si j'ai le droit de le lire dans la... Oui, bien sûr. C'est son mode d'emploi pour les escaliers, par exemple. Parce qu'en fait, il n'y en a jamais non plus en bas des escaliers, des modes d'emploi. Donc lui, il fait des modes d'emploi pour la vie quotidienne. Et donc, son texte s'intitule « Instruction pour monter un escalier ». Pour monter, hein, parce qu'il y a la note pour descendre. Les escaliers se montent de face, car en marche arrière ou latérale, ce n'est pas particulièrement commode. L'attitude la plus naturelle à adopter est la station debout, bras ballants, tête droite, mais pas trop cependant, afin que les yeux puissent voir la marche à gravir. La respiration lente et régulière. Pour ce qui est de l'ascension proprement dite, on commence par lever cette partie du corps située en bas à droite et généralement enveloppée de cuir ou de daim, et qui, sauf exception, tient exactement sur la marche. Une fois la dite partie, que nous appellerons pied pour abréger, posée sur le degré, on lève la partie correspondante gauche, appelée aussi pied, mais qu'il ne faut pas confondre avec le pied mentionné plus haut. Et après l'avoir amenée à hauteur du premier pied, on la hisse encore un peu pour la poser sur la deuxième marche, où le pied pourra enfin se reposer, tandis que sur la première, le pied repose déjà. Les premières marches sont toujours les plus difficiles jusqu'à ce qu'on ait acquis la coordination nécessaire. La coïncidence des noms entre le pied et le pied rend l'explication difficile. Faites spécialement attention à ne pas lever en même temps le pied et le pied. Parvenu de cette façon à la deuxième marche, il suffit de répéter alternativement ces 2 mouvements jusqu'au bout de l'escalier. On en sort facilement avec un léger coup de talon pour bien fixer la marche à sa place et l'empêcher de bouger jusqu'à ce qu'on redescende. Voilà. Si tu sais, tu peux faire les 2 pieds à la fin. Alors, après, on peut avoir, voilà, selon les escaliers, des modes d'emploi, j'imagine, différents, mais quand t'as ça, on a déjà fait un mode d'emploi, ce qui est tout à son honneur. C'est une technique de base, voilà. Parce qu'effectivement, il fait des modes d'emploi. Ça, c'est tiré de, comment il s'appelle déjà ce livre? Chronope est fameux, où il y a toute une série de manuels d'instructions comme ça, qui sont assez géniales. Quand il publie ce livre-là, il n'a pas encore publié son roman qui est le plus connu, qui est Marelle, dont les chapitres peuvent se lire dans l'ordre ou dans le désordre, selon, voilà. Alors c'est du...
comment dire, c'est du fantastique, c'est aussi de la poésie, ce sont des nouvelles. Mais en fait, si vous n'aimez rien de tout cela, allez-y, parce que ce n'est rien de tout cela non plus, en fait. C'est vraiment... on le classe dans le fantastique en général, mais je ne suis pas sûre que l'étiquette lui Et en convienne. même temps, il y a des trucs ultra quotidiens. Enfin, Voilà, c'est comme la série de modes d'emploi qu'il a fait. Non, Bon voilà, en tout cas lui, c'est vraiment donc il y a des modes d'emploi pour pleurer, pour chanter, sur la façon d'avoir peur, par exemple, etc., etc. Donc lui, c'est un de ces auteurs qui met en œuvre le fait qu'il n'y a pas qu'une seule réalité. L'escalier, effectivement, on va le regarder d'un autre œil après avoir lu le mode d'emploi de Cortázar. Donc, il s'amuse aussi avec ce qu'a lancé Cervantes, je trouve. Voilà, il fait des trous d'air. Enfin bon. Toujours dans cette même famille, on a Saramago. Je l'ai apporté. Bon, alors là où j'ai eu du mal, c'était de choisir lequel des Saramago j'allais apporter parce que je pense que vraiment j'aime à peu près tout de Saramago. C'est quelqu'un qui non seulement a pour objectif principal, je dirais, justement de faire dérailler cette réalité quotidienne, on en a déjà parlé, mais qu'il le fait en plus avec un style, une narration complètement vertigineuse en fait. Donc dans ce livre-là, il raconte ce qui est arrivé un jour dans une ville qu'il ne nomme pas spécifiquement, qui peut être Lisbonne, qui peut être une autre ville. Il est portugais, hein, Saramago, et c'est d'ailleurs le prix Nobel portugais que personne ne lit en France d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et donc il raconte ce jour d'élection dans cette ville qu'il ne nomme pas. La ville est calme, les gens vont voter, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'on annonce les résultats. Et là, stupeur, sidération, rien ne va plus. Donc le gouvernement décide de faire ce qui se fait parfois quand les votes ne donnent pas le résultat qu'on attend, c'est qu'ils refont voter les gens. Donc ils refont voter les gens, et les gens revotent. Et là, on annonce de nouveau les résultats de ce deuxième scrutin. Et là, stupeur et sidération, ça ne va toujours pas. Il y a 83% de bulletins blancs. Donc, le gouvernement déclare l'état d'urgence, état d'exception. Voilà, on envoie l'armée, etc. Ça dérive vite en état de siège. On accuse les blanchards, ceux qui ont voté blanc, effectivement, d'avoir totalement subverti la vie démocratique, etc., etc. Tout ça. Alors, en fait, c'est à la fois très drôle et très noir. Le roman Saramago, il raconte en fait la démocratie avec ses fragilités. Avec ses automatismes aussi, ses déraillements, avec tout ce qu'elle comporte en elle-même de théorie du complot, de violence, etc., etc. Et il raconte une révolution, en fait. Il raconte une révolution de gens qui décident à un moment donné que cette démocratie-là, elle ne fonctionne plus, et qui vont la bloquer. Non pas par une révolution, parce qu'un il dit oui, alors bon, on avait pensé, je ne sais pas si j'ai trouvé le passage, on avait pensé à faire une révolution, mais il y a eu plein de morts, tout ça, donc en fait, non, on s'est dit non, on va plutôt faire comme ça. Et puis alors bon, et puis du côté du gouvernement, la sidération est totale, parce qu'ils sont habitués aux manifestations, ils sont habitués justement à un mode d'action qui n'est pas du tout celui-là. À un moment donné, il y a un ministre de l'Intérieur qui dit oh non, mais les manifestations, si elles nous embêtaient, mais ça fait longtemps qu'on les aura interdites, voyons. Il y a toute une série de réflexions très drôles sur notre société, en fait, qui est assez géniale. Saramago, il a une écriture qui est très particulière. Alors, il faut prendre le temps de rentrer dans un roman de Saramago, parce il utilise très peu de ponctuation, il a des phrases à rallonge, comme ça, qui sont sur un rythme extrêmement lent, une espèce d'oralité qui n'en finit pas. Bon, moi j'adore, il faut prendre le temps un petit peu de rentrer dedans, avec beaucoup d'humour, des digressions énormes, sans fin, dans lesquelles il part dans des choses complètement parfois un peu ahurissantes. Mais en fait, il écrit des romans qui sont toujours politiques, à peu près toujours politiques en fait, dans le fond. Même si justement on invente des histoires par Saramago complètement. Voilà. Et oui, le dernier qui appartient à cette famille, c'est Garcia Marquez. Alors bon,
Alors là, on n'est pas dans le fantastique du tout, on est dans ce qu'on a appelé le réalisme magique. Donc ça tient plus du conte que du fantastique, on va dire. Garcia Marquez, il raconte l'histoire d'un village, en fait, ça s'appelle Macondo. Comme il raconterait l'histoire du monde, en fait, espèce d'histoire universelle comme ça, depuis sa fondation avec ses bâtisseurs, et puis les générations 5-6 générations qui se poursuivent comme ça, la vie de Macondo jusqu'à d'ailleurs son déclin final. Ce village, il est tellement emblématique maintenant en Amérique latine que il y a des foires du livre. Il y a une foire du livre il y a quelques années à Bogota, par exemple, qui, comme le salon du livre, prend un invité chaque année, c'est un pays ou une ville, etc. Et il y a 2 ans, ils ont invité Macondo, justement. Ils ont mis à l'honneur Macondo, donc la ville qui n'existe même pas, en fait. Mais c'est une ville, un village qui est tellement... qui a pris corps, en fait, en Amérique latine, que tout le monde connaît absolument. Alors bon, dans cette narration touffue, énorme, il y a des épisodes tout à fait... à un moment donné, il y a une maladie qui s'abat sur les habitants de Macondo, qui est la maladie de l'insomnie. Donc les habitants ne dorment plus. Alors, ils ne sont pas du tout fatigués, ils ne dorment pas. Le problème, c'est que quand ils sont atteints par cette maladie, petit à petit, leur mémoire s'effiloche. Ce qui veut dire qu'en fait, ils vont commencer par perdre leurs souvenirs d'enfance, puis oublier le nom des choses, puis oublier l'identité des gens qui les entourent, etc. etc. Donc voilà. Alors, bon, effectivement, un vieux gitan qui est un personnage récurrent comme ça dans tout le roman va venir et va effectivement à un moment donné soigner le village. Mais il y a des épisodes comme ça, des épisodes où les descendants, les ultimes descendants se retrouvent à avoir des queues de cochons. Enfin, il y a c'est une narration qui frôle toujours l'absurde, le fantastique, pas le fantastique, le merveilleux. Je crois que on est plus dans le merveilleux, voilà. Je trouve qu'il y a un très beau début. Vous la connaissez peut-être, la première page. Je crois que c'est la page, le passage le plus connu dans toute l'Amérique latine, la première page de 100 ans de solitude. Vous la connaissez, non? Je l'ai lu, mais ouais. Ça va revenir. Je vous la lis ou oui, Oui. Alors, ça commence comme ça, 100 ans de solitude. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se rappeler ce lointain après-midi, au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une 20aine de maisons, anglaises et en roseau, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierre polie, blanches et énormes comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom, et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans des Guenillés plantait sa tente près du village et dans un grand tintamarre de fifres et de tambourins faisait part des nouvelles inventions. Ils commencèrent par apporter l'aimant. Un gros gitan à la barbe broussailleuse et aux mains de moineaux, qui répondait au nom de Melquiades, fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la 8e merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en maison, traînant après lui 2 lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poêles, les tenailles et les chaufferettes tomber tout seuls de la place où ils étaient, le bois craquer à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait les plus cherchés et se traînaient en débandade turbulente derrière les fers magiques de Melquiades. Les choses ont une vie bien à elles, clamait le gitan avec un accent guttural. Il faut réveiller leur âme, toute la question est là. C'est comme ça que commence ce roman. C'est une histoire de création du monde, en fait. Et c'est aussi un récit politique. Alors, on y a vu des métaphores, je ne vais pas interpréter là le roman, mais évidemment, de toutes sortes. Garcia Marquez, de toute façon, est un auteur aussi engagé. Mais c'est un roman qui a beaucoup nourri l'imaginaire latino, des auteurs latinos, et pas seulement, parce qu'il a été beaucoup lu en France à un moment donné. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut passer au deuxième groupe. Deuxième groupe. Alors, il y a Des fleurs pour Algernon. Alors, Des fleurs pour Algernon, c'est un roman de science-fiction, mais qui, moi, m'avait ému aux larmes, en fait.
c'est un roman d'une humanité, enfin, c'est un roman humaniste, absolument poignant et magnifique en fait, qui raconte, peut-être que vous le connaissez déjà tous, qui raconte, alors c'est un journal intime en fait, donc écrit par un jeune homme qui souffre d'un retard mental. Donc le début du roman est écrit avec voilà, plein de fautes d'orthographe, un vocabulaire très approximatif, et puis une très grande naïveté, ingénuité, etc. Et ce jeune homme, on va lui proposer... Bon, il nous raconte un peu sa vie, il travaille dans une boulangerie, enfin peu importe. Voilà. Et il est contacté par des médecins, lui proposent de l'opérer du cerveau pour peut-être améliorer son intelligence, voilà, récupérer son handicap, très bien. Ils ont fait cette expérience sur une souris qui s'appelle Algernon, et ça a marché du feu de Dieu, donc la souris est devenue... Voilà. Et donc ce jeune homme est opéré, et il va effectivement devenir chaque jour un peu plus intelligent, et on voit, comme il écrit son journal, la syntaxe, le vocabulaire, et surtout sa vision du monde se transformer radicalement. D'une certaine façon, ce roman, c'est une réflexion sur l'intelligence, le bonheur ou le malheur qu'elle peut apporter, on va dire, et la façon dont elle interfère dans les rapports avec autrui. En fait, ce jeune homme, qui est heureux sans le savoir, dans un premier temps, va, en devenant intelligent, comprendre que les gars avec qui il travaille à la boulangerie, par exemple, c'était pas ses copains, mais se foutent de lui toute la journée, en fait. Donc, il va percevoir la méchanceté humaine qu'il ne percevait absolument pas. Ce roman, c'est l'illustration de... C'était Flaubert qui disait... la définition du bonheur de Flaubert, il disait être bête, égoïste et en bonne santé. Être bête, égoïste, en bonne santé, voilà les 3 conditions pour être heureux. Si la première vous manque, tout est perdu, il disait. Et donc la question, c'est ça, c'est effectivement un personnage qui va gagner en intelligence, mais qui va perdre tout à fait le bonheur en fait dans lequel il était, et qui va découvrir une certaine tragédie de la vie, on va dire, d'autant plus tragique qu'en plus, bon, après, l'histoire est une histoire tragique de toute façon, et puis évidemment cette acquisition d'intelligence, elle va elle-même se révéler fragile, enfin bon, bref. Mais moi je sais pas, c'est un roman qui reste quand on lit. Que j'ai recommandé à des dizaines de personnes qui l'ont toutes lu, et qui en sont toutes revenues bouleversées, quoi. Vraiment, et c'est un copain d'ailleurs, moi, qui me l'avait aussi recommandé. Je crois que maintenant il étudie dans les collèges. Oui, moi je crois que c'était on m'a dit ça. Alors je sais plus si ça devait pas être un livre étudié en classe à fond, comme pouvait l'être Madame Bovary ou des choses comme ça. Ça devait être un conseil par un prof qui laissait une liste de livres à découvrir peut-être. Et donc j'avais dû le découvrir comme ça. Moi, je me souviens que c'était grâce à Moi je pense que j'en avais jamais entendu parler avant. bon, l'âge adulte, quoi, mais vraiment, ça a été une découverte. Et ça m'avait, ouais, c'était. C'est un roman qui, comment on dit, dont on ne sort pas indemne, non? C'est comme ça qu'on dit. Enfin, voilà. C'est comme ça qu'on dit. Alors après, on va prendre dans l'ordre peut-être Simone de Beauvoir avant Annie Ernaux, quand même, logiquement. Simone de Beauvoir, La femme rompue. Alors ça c'est je sais pas combien de fois j'ai lu. Ce sont 3 nouvelles. C'est un livre qui est constitué de 3 nouvelles. C'est un livre qui est publié en 67. Donc soit 3 nouvelles qui mettent en scène 3 femmes qui parlent à la première personne. Ce sont 3 discours de femmes. Alors qui sont dans 3 situations différentes et qui ont en commun le fait d'avoir fait des choix de vie et d'être confrontées à ces choix à un moment donné. En fait, de les assumer ou pas. C'est pas 3 femmes victimes, 3 victimes qui ont vécu des choses. Non, ce sont 3 femmes qui ont fait des choix à un moment donné. Dans la société qui est celle des années 60 en France. Enfin, voilà. Alors, certains aspects ont probablement vieilli, ces choix-là, mais on les transpose très facilement. Enfin, c'est pas un problème, en fait. Par contre, ce qui est terrifiant, c'est la façon dont elles vont assumer ou pas les choix qu'elles ont faits.
Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé à une époque, c'est voilà, on fait des choix. Ça travaille tout le monde, hein, c'est quand même terrible. Mais ces textes-là, ils sont absolument sidérants. Alors évidemment, ils sont vraiment, c'est une réflexion sur en plus le statut de la femme. Bon, moi je trouve que ces portraits n'ont pas vieilli, malgré même le style un peu suranné dans l'un des 3 textes, on va dire. Il raconte que ces choix on les fait, parfois on choisit de pas les faire, qu'en tout cas, à un moment donné, on peut même fuir la vérité pour ne pas les affronter, mais qu'à un moment donné, ils nous reviennent toujours. La première nouvelle s'appelle L'âge de raison. C'est l'histoire d'une femme qui a, si je me souviens bien, à la soixantaine, une intellectuelle qui a une vie comme ça assez réussie de son point de vue, enfin, et qui d'un coup voit quelques petites choses s'effilocher, alors au niveau professionnel un petit peu, il y a un doute qui s'immisce, et surtout elle a son fils qui, alors elle a des idées, des valeurs très fortes, dans lesquelles elle a notamment éduqué son fils, et elle voit son fils qui tout d'un coup fait des choix qui ne correspondent absolument pas à toutes ces valeurs qu'elle lui a inculquées. Elle se sent trahie et elle se sent surtout en échec complet en fait. Et c'est vraiment, je sais pas s'il y a peut-être un tout petit passage. Là, ça c'est juste un paragraphe à me donner. Il me faut réapprendre que j'ai perdu Philippe. Philippe, c'est son fils. Je devrais le savoir. Il m'a quitté dès l'instant où il m'a annoncé son mariage, dès sa naissance. Une nourrice aurait pu me remplacer. Qu'est-ce que j'ai imaginé? Parce qu'il était exigeant, je me suis cru indispensable. Parce qu'il se laisse facilement influencer, j'ai cru l'avoir créé à mon image. Cette année, quand je le voyais avec Irène dans sa belle famille, si différent de ce qu'il est avec moi, il me semblait qu'il se prêtait à un jeu. Sa vérité, c'était moi qui la détenais. Et il choisit de s'éloigner de moi, de briser nos complicités, de refuser la vie qu'au prix de tant d'efforts je lui avais bâti. Il deviendra un étranger. Et en fait, c'est vraiment, voilà, c'est la réflexion de cette femme qui ne renonce pas, tout en renonçant et tout en souffrant, évidemment. Le deuxième texte, il est horrible. C'est un monologue. Ben, c'est un monologue, là, pour le coup, d'une amertume absolument. Le titre, c'est monologue, je crois, le titre. Monologue, voilà. Alors, c'est une femme brisée, alors une femme divorcée, dont la fille s'est suicidée, la garde de son fils lui a été retirée. Bon, elle est seule un soir de réveillon et elle crache sa bile. Et elle en a marre. Et elle en a marre, voilà. Attends, je vais aussi vous lire un passage, mais ce texte, il est d'une violence. D'une réalité. On le lit en apnée et on en sort, on va dire, un peu branlé quand même. Hein. C'est de la haine pure, en fait. Elle change de ton. Ces trois nouvelles, c'est assez sidérant. Pauvre Mère Leblanc, il est seul au monde. C'est ça qui les emmerde. Je suis quelqu'un de trop bien. Ils voudraient me supprimer, ils m'ont mise en cage, enfermée, claquemurée, je finirai par mourir d'ennui, vraiment mourir. Il paraît que ça arrive même à des nourrissons quand personne ne s'occupe d'eux. Le crime parfait qui ne laisse pas de traces. Déjà 5 ans de ce supplice. Ce con de Tristan qui me dit « Voyage, tu as assez d'argent. Assez d'argent pour voyager miteusement comme autrefois avec Albert. On ne m'y reprendra pas. C'est toujours moche la pauvreté, mais en voyage. Je ne suis pas snob. Les palaces de luxe avec les femmes en perlousées et les chichis des portiers. J'ai fait savoir à Tristan que ça ne m'épatait pas. Mais les pioles de deuxième ordre, les gargotes, ah non alors, des draps douteux, des nappes sales, dormir dans la sueur des autres, on leur crasse, manger avec des couverts mal lavés, il y a de quoi attraper des morpions, la vérole et les odeurs me font vomir, sans compter que je me constipe à mort, parce que les chiottes où tout le monde chie, ça me bloque net, la fraternité de la merde, très peu pour moi. Et puis à quoi ça rime de se balader seul? Avec Dédé, on se marrait, c'est chic de belles filles en décapotable, cheveux au vent, à Rome, la nuit sur la Piazza del Popolo, on faisait une drôle d'esbrouffe, avec d'autres copains aussi, j'ai rigolé, mais seul. À mon âge, de quoi on a l'air sur les plages, dans les casinos, si on n'a pas un homme avec soi? Les musées, les ruines, j'en ai eu ma claque avec Tristan. Je ne suis pas une hystérique, je ne tombe pas en transe devant des colonnes cassées et de vieilles baraques déglinguées. Les gens des siècles passés, je m'en torche, ils sont morts, c'est leur seule supériorité sur les vivants, mais en leur temps, ils étaient aussi chiants. Le pittoresque, je ne marche pas, de la crasse qui pue du linge sale, des trognons de chouk, ce qu'il faut être snob pour se pâmer. Et toujours partout, c'est pareil, qu'ils bouffent des frites, de la paella ou de la pizza, c'est la même engeance, une sale engeance, les riches qui vous éclaboussent, les pauvres qui en valent à votre fric, les vieux qui radotent, les jeunes qui ricanent, les hommes qui plastronnent, les femmes qui ouvrent leurs cuisses. J'aime encore mieux rester dans mon trou à lire une série noire, bien qu'elle soit devenue tellement con. La télé aussi, quelle bande de cons, j'étais faite pour une autre planète, je me suis trompée de destination.
C'est Ça envoie. et c'est pas du tout l'image qu'on a de Simone de Beauvoir, qu'on réduit à une espèce de rôle de groupie de Sartre en permanence, alors qu'elle a écrit des bouquins absolument magnifiques, avec un style et une acuité psychologique. Elle raconte la relation entre les gens, les relations de couple, d'amitié, d'amour, la perversité qui peut se loger là-dedans, la souffrance. Elle raconte les femmes d'une façon... On lit ses essais, encore on en parle, mais ces fictions sont 1000 fois plus intéressantes, moi je trouve, personnellement, et je comprends pas qu'on la lise plus d'ailleurs. Hein. Et la dernière nouvelle, c'est celle qui donne le titre au recueil, en fait, La femme rompue. C'est une femme qui a 44 ans, je sais plus si elle a 44 ans, j'ai que Je sais pas, pourquoi pas tu dû dis la qu'elle a voir, 44 ans ouais, ça m'est venu comme ça, mais Pourquoi tout d'un coup... Bon, je sais pas. En tout cas, c'est une femme qui a tout misé sur sa vie de femme et de mère. Voilà, elle a fait ce choix-là. Et elle se retrouve à un moment, donc ça doit être le moment... si je fais mon âge, c'est pas grave, je vais pas chercher mon âge parce que... et elle se retrouve à apprendre un jour que ce sur quoi elle a tout misé, se fragilise. Bon, ses filles sont grandes et partent, bon voilà, très bien, elle le vit tout à fait sereinement, mais c'est le moment où elle apprend que son mari la trompe depuis 8 ans, etc. Et donc elle se retrouve confrontée brutalement. Alors une amie lui conseille d'être un peu finaude et de pas s'énerver, d'être compréhensive dans cette situation, etc. Ce qu'elle va faire, et elle va en fait prolonger évidemment d'une façon assez terrifiante ce supplice dans lequel elle apprend qu'elle vient de tomber en fait. Et par exemple, elle va un petit peu obliger son mari à jouer encore un petit peu plus la comédie du mariage qui n'est pas encore terminé. Donc ils vont faire ça et elle raconte ça en fait. Et c'est un très beau texte en fait qui est très perturbant. Moi, j'ai lu ce texte, je devais avoir 19-20 ans la première fois que je l'ai lu, donc j'avais rien à voir avec cette femme qui était mariée depuis longtemps, dont les filles étaient déjà grandes et qui apprenaient que son mari la trompait depuis 8 ans. J'étais absolument pas à ce monde. Et pourtant, c'est un texte qui m'avait totalement bouleversée et que j'ai relu, je pense, régulièrement depuis, qui m'a accompagnée en fait, qui m'a sûrement aidé à grandir, je sais pas, mais bon, je peux lire un tout petit extrait aussi. Donc c'est le moment où justement elle embarque son mari dans une espèce de tour comme ça. Ils vont retourner sur des lieux dans lesquels ils ont été à l'époque où tout allait bien. Ils étaient beaux et jeunes. Ça ressemblait tellement au passé. Je croyais presque que le passé allait renaître de cette ressemblance. Nous avons roulé à travers le brouillard, puis sous un beau soleil froid. À Bar-le-Duc, à Saint-Michel, nous avons revu avec autant d'émotion qu'autrefois les œuvres de Ligier Richier. C'est moi qui les lui avais fait connaître. Depuis, nous avons pas mal voyagé, beaucoup vu, et le Descharny nous a encore étonnés. À Nancy, devant les grilles de la place Stanislas, j'ai senti au cœur quelque chose d'aigu, un bonheur douloureux tant il était devenu insolite. Dans les vieilles rues provinciales, je serrais son bras sous le mien, ou parfois il le passait autour de mes épaules. Nous avons parlé de tout, de rien, et beaucoup de nos filles. Il n'arrive pas à comprendre que Colette ait épousé Jean-Pierre. Chimie, biologie, il avait en tête pour elle une brillante carrière, et nous lui aurions laissé toute liberté sentimentale et sexuelle, elle le savait. Pourquoi s'est-elle entichée de ce garçon tellement quelconque au point de lui sacrifier son avenir? Elle est contente comme ça, ai-je dit. J'aurais mieux aimé qu'elle le soit autrement. Le départ de Lucienne, sa préférée, l'attriste encore davantage. Tout en approuvant ses goûts d'indépendance, il aurait voulu qu'elle reste à Paris, qu'elle fasse sa médecine et devienne sa collaboratrice. Alors elle n'aurait pas été indépendante. Mais si, elle aurait eu sa vie à elle, tout en travaillant avec moi. Les pères n'ont jamais exactement les filles qu'ils souhaitent, parce qu'ils se font d'elles une certaine idée à laquelle elles devraient se plier. Les mères les acceptent telles qu'elles sont. Colette avait besoin avant tout de sécurité et Lucienne de liberté, je les comprends toutes les deux, chacune à sa manière, Colette si sensible, si humaine, Lucienne si énergique, si brillante, je les trouve tout à fait réussies. Nous sommes descendus dans le même petit hôtel qu'il y a 20 ans, et c'était, peut-être à un autre étage, la même chambre. Je me suis couchée la première et je le regardais aller et venir dans son pyjama bleu, pieds nus sur la moquette élimée. Il n'avait l'air ni gai ni triste, et l'image m'a aveuglée, 100 fois évoquée, figée, mais non pas usée, brillante encore de fraîcheur. Maurice, marchant pieds nus sur cette moquette, dans son pyjama noir. Il avait relevé le col. Les pointes encadraient son visage, il parlait à tort et à travers avec une excitation enfantine. J'ai compris que j'étais venue ici avec l'espoir de retrouver cet homme éperdu d'amour. Depuis des années et des années, je ne l'ai plus rencontré, bien que toujours ce souvenir se superpose, comme une mousseline diaphane aux visions que j'ai de lui.
Ce soir, précisément parce que le cadre était le même, au contact de l'homme de chair et d'os qui fumait une cigarette, la vieille image est tombée en poussière. J'ai eu une révélation foudroyante. Le temps passe. Voilà. Il y a un passage, il y a un passage dans la première nouvelle c'est un tout petit paragraphe. Elle parle beaucoup du fait de vieillir, en fait, dans ces 3 nouvelles. Pourtant, c'est des femmes qui ont des âges différents. Et je trouve qu'elle en parle de façon très, très, très belle. Je lis juste ce tout petit passage, si tu veux bien. Bien sûr. Un taxi m'a conduite au parc Montsouris où j'avais rendez-vous avec Martine. En entrant dans le jardin, l'odeur d'herbe coupée m'a prise au cœur. Odeur des alpages où je marchais sac au dos avec André, si émouvante d'être l'odeur des prairies de mon enfance. Reflet, écho se renvoyant à l'infini. J'ai découvert la douceur d'avoir derrière moi un long passé. Je n'ai pas le temps de me le raconter, mais souvent à l'improviste, je l'aperçois en transparence au fond du moment présent. Il lui donne sa couleur, sa lumière comme les roches ou les sables se reflètent dans le chatoiement de la mer. Autrefois, je me berçais de projets, de promesses. Maintenant, l'ombre des jours défunts veloute mes émotions, mes plaisirs. Bonjour. À la terrasse du café-restaurant, Martine buvait un citron pressé. D'épais cheveux noirs, des yeux bleus, une courte robe aux rayures orange et jaune, avec un soupçon de violet, une belle jeune femme. 40 ans. J'avais souri à 30 ans, quand le père d'André avait traité de belle jeune femme une quadragénaire. Et les mêmes mots me venaient aux lèvres à propos de Martine. Presque tout le monde me paraît jeune à présent. Voilà. Et puis il reste Annie Ernaux. Oui, là, pour le coup, la transition est Oui, naturelle. là, c'est l'héritière, en fait. Bien que... Et puis, enfin, dans le thème aussi. Ouais, sauf que ce livre-là d'Annie Ernaux, moi, je pense que c'est quand même celui que je préfère dans ce qu'elle a écrit, mais il est un peu particulier parce que c'est pas une autobiographie ni un portrait de femme au sens propre, puisque d'ailleurs, elle raconte plutôt des années que c'est un portrait individuel. À travers un parcours individuel, elle raconte finalement une société depuis l'après-guerre jusque, ça s'arrête dans les années en 2000, je crois. Alors, toute part de photos comme ça sur lesquelles dont elle part, mais elle raconte aussi bien les phénomènes de société, les publicités, les marques, les goûts alimentaires. En fait, elle fait un portrait, c'est merveilleux en fait. Faire des portraits comme ça qui superposent, qui partent un petit peu comme façon kaléidoscope. En fait, c'est un petit peu, il n'y a pas d'histoire, hein, c'est vraiment une sorte de chronique comme ça. Des années 60, des années 70, des années 80. Elle a appelé ça une autobiographie impersonnelle. C'est tout à fait ça. Chacun peut s'y reconnaître. Chaque personne qui a connu ces années-là. Ouais, moi je dirais plus une autobiographie collective parce que voilà, c'est ça, parce qu'on s'y retrouve complètement en fait. Et elle fait des portraits d'elle, de ceux qui l'entourent, de ses enfants aussi. Elle raconte la différence de contexte aussi, de référents culturels, l'air du temps. Elle capte très bien l'air du temps. Voilà, elle raconte la langue aussi, la façon dont on parle des choses, dont on parle avec les gens, dont on parle dans les publicités. Il y a beaucoup de publicités en fait, parce qu'effectivement, pourquoi ça m'a marqué, de la musique, du RER, il y a sa ville, Cergy, qui apparaît un petit peu, mais et puis son parcours à elle qui est très banal finalement, milieu modeste, et elle devient prof de lettres, etc. Mais tout ça, justement, elle l'a voulu banal pour que ce soit, elle prend pas le pas en fait sur le récit collectif qu'elle fait. C'est un très très beau livre, quoi. Je sais pas, moi c'est mon préféré d'Annie Ernaux. Mais c'est une époque. Ouais. Parce que par exemple, La femme gelée qu'elle a écrit, je pense en référence à La femme rompue, moi m'avait, à l'époque où je l'avais lu après La femme rompue, m'avait moins... alors que là, elle fait quelque chose de nouveau, en fait. Elle fait vraiment autre chose. Et je trouve que là, ce qu'elle fait est vraiment extrêmement marquant, quoi. Voilà. Oui, si tu veux bien, c'est moi qui ai quelques lignes à lire là. Ouais. De circonstances. Apprendre la mort du général de Gaulle un matin de novembre plongeait un instant dans l'incrédulité. Il était donc immortel à nos yeux. Puis on s'apercevait à quel point on l'avait déjà oublié en 1 an et demi. Sa mort clôturait le temps d'avant le mois de mai, des années loin dans notre vie. C'est adapté au jour d'aujourd'hui. Ouais. Petite pensée pour nos deuils actuels. Voilà. Mais il n'empêche que dans l'ambiance du pays. Ouais. Ouais, elle raconte un pays en fait, avec
je sais pas, effectivement, on s'y retrouve tous, je pense, hommes, femmes, enfin, il y a vraiment, c'est vraiment un portrait collectif, en fait, politique, musical, culturel, Et ce qui est énormément complètement de... fou, c'est que c'est pas un livre de 800 pages. Enfin, elle arrive Mm. enfin, c'est Je crois qu'elle a mis 20 ans à l'écrire. le c'est type de vraiment, livre, quand on le referme, on n'en revient pas d'avoir lu tant de choses C'était si court. oui, Ouais. si vite. Enfin, il y a une densité extraordinaire. Enfin, je m'explique pas, c'est un peu magique. c'est le passage. Non, mais bon, on va arrêter de lire, parce que là, au bout d'un moment... Bon, voilà, on a quand même réussi. Ah oui, puis en fait, moi, j'avais dit à Oui, Gilda, voilà, il y avait les. non, mais bon, déjà, ça, c'était pas mal, en fait, hein, mais j'avais dit à Gilda, non, et puis après, mais je pensais pas que tu les mettrais, en fait, mais Bah, je les ai. ça, Si, c'est quand même. De toute façon, ce sont des classiques éblouissements qu'on- d'enfants, en fait. qu'on est amené à voir c'était de mes toute façon. livres, mes livres fétiches jusqu'à l'âge de... Enfin, Dumas, on De va dire 44. Dumas, on va dire que en Dumas, il est toujours un peu fétiche. J'ai beaucoup trop lu Dumas quand j'étais petite, ce qui fait que j'ai une certaine raideur morale Mais dont je me départis trop pas, lu parce que j'ai aucune souplesse morale en fait. mais pourquoi ce serait à cause de Dumas? Je me prends pour un chevalier blanc en permanence et ça laisse des traces vraiment indélébiles, hein, c'est terrible. Est-ce que tu Bon, crois voilà. vraiment que t'es un chevalier Et oui, blanc, je le tu vois crois, ça je le crois, et clairement je le crois, et bon, ça voilà, ça c'est vraiment, c'était une catastrophe mon éducation. Mais en plus j'ai tout lu, j'ai 2 étagères chez moi de Dumas, enfin j'ai vraiment tout lu, c'est vraiment de KPDP, et enfin, je suis un peu obsessionnelle aussi, c'est-à-dire que bon, quand je commence à lire, bon lui j'en ai écrit 700, j'ai pas tout lu, mais tout ce qui est roman de KPDP j'ai tout lu, même les moins connus, et puis après j'ai pas mal avancé dans le reste quand même. Mais bon, après, moi je lisais beaucoup, quand j'étais enfant. Ma mère me confisquait mes livres, hein, quand même, quand j'étais pas sage. Et c'est la lecture plaisir dans laquelle on tombe quand on est petit. Alors là, je sais pas, là c'est les Trois Mousquetaires, mais, Les Trois Mousquetaires pour qu'ils soient vraiment c'est une porte d'entrée emblématiques, comme une mais autre voilà. dans ces histoires. Enfin, quand on tombe là-dedans petit, je sais pas si on s'en remet complètement, quoi. Et Notre-Dame, ça c'est vraiment, c'est une histoire plus... quand j'étais gamine, donc j'habitais loin d'ici, dans un petit pays d'Amérique latine, au Costa Rica. Donc il y avait très très peu de livres en français, et on allait à l'Alliance française des fois. Il y avait une étagère qui devait faire, voilà, un peu moins que celle-là peut-être. Il y avait une bibliothèque, et ça c'était le rayon enfant en fait. C'était la partie enfant. Donc il y avait une dizaine de bouquins, et je les avais tous lus. Je suis arrivée là-bas à l'âge de 7 ans, au moment où je commençais à lire, on va dire. Et j'ai tous lu à peu près, je sais pas, 5-6 fois. Puis il en restait un, c'était des dons, c'était vraiment, ils n'avaient pas de fond à l'époque, c'était des gens qui avaient laissé ces bouquins, je sais pas, c'était complètement hétéroclite. Il y avait un bouquin marronasse dans un coin, couverture en cuir, je pense, enfin vraiment qui me... Je sais pas, celui-là, je pouvais pas, je me disais, il est pas pour moi, celui-là. Il me semblait pas tout à fait... Il avait l'air d'un livre pour adultes. Il était peut-être. très intimidant, Mm. couverture, c'était voilà, quelqu'un qui avait dû laisser ça, une couverture en cuir, un beau livre en fait, marron, vraiment, même pas d'image sur la couverture, rien du tout. Bon, je sais pas, moi je me disais, c'est pas pour moi. Et puis au bout d'un moment, en désespoir de cause, parce que j'avais lu les autres 5-6 fois, j'ai fini par l'attraper, parce que forcément, quand on n'a pas de faute de grive, hein, bon, voilà, à un moment donné, je me suis dit, bon, il va falloir quand même... Et je l'ai lu, et c'était Notre-Dame de Paris. Oh, et ça a été, mais ce livre autour duquel j'avais tourné pendant si longtemps, ça avait été un émerveillement, donc je devais avoir, je sais pas, 9 ans peut-être. Ah, mais et je pense que je l'ai lu après, bah forcément, après j'ai dû le lire 5-6 fois. Et donc c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, mais peut-être à cause de... Voilà, je sais pas si j'avais vécu en France, peut-être que je l'aurais jamais lu d'ailleurs, je sais pas, parfois. T'as lu du Zola aussi, c'est pas mal ça. Plus tard. Oui, j'en ai lu, ouais, mais plus tard. Je pense que Zola, on le lit à l'adolescence, je sais pas. Puis, Moi, je l'ai lu. il est pas trop KPDP en fait. Mais moi, j'avais adoré Au Bonheur des Dames. Hein. J'ai un souvenir de Bonheur des Dames, j'avais adoré ce roman. Mais peut-être que c'était un peu plus tard quand même. Mais ah oui, non, mais les romans de KPDP, moi, et d'ailleurs, je m'identifie pas du tout aux gens de demoiselles. Hein. Moi, j'étais évidemment. Un D'Artagnan. J'étais un mousquetaire, hein. Bah oui. Et non, ça m'a. Mais c'est vrai que. Et d'ailleurs, notre ami Honoré m'a dessiné plusieurs mousquetaires. Il m'a dessiné des quichottes, il m'avait offert 1 ou 2 quichottes, et
Et il m'a dédicacé un livre d'Alexandre Dumas une fois. Et il m'avait fait un beau mousquetaire. Il m'avait dit avec l'autorisation d'Alex Dumas. Voilà, j'ai gardé le... Voilà. Merci. C'est celui-là, c'était Voilà. le mien. Moi, je Regarde. vais parler un peu des livres de Nathalie quand même aussi. Merci beaucoup. Qui justement sont aussi Applaudissements nourris. des livres qui racontent une histoire, qui ne sont pas là pour théoriser, mais qui sont engagés quand même. Alors le premier, c'était Rêve général. Donc si mes souvenirs sont bons, il est paru en 2013, c'est bien ça, début 2013. Et c'est quelque chose qui paraît tout simple au départ et qu'on lit comme ça, mais après il reste en tête et on y repense ensuite. Ce sont des gens dans Paris. Alors Paris est très incarné. Il y a la ligne de métro, là, il y a la ligne 13, il y a des quartiers, il y a des cafés. Et donc un jour dans Paris, différentes personnes qui n'ont rien à voir entre elles, qui ne se sont pas concertées, arrêtent leur journée de travail tout d'un coup, ou la démarrent pas. Il y a un premier ministre qui demande qu'on ne réveille pas plus que ça. Enfin, une conductrice sur la ligne 13 qui place Clichy, arrête la rame et puis elle en descend. Donc c'est ouvert, les gens peuvent descendre aussi, mais elle continue pas plus loin. Il y a un professeur qui arrête son cours. Enfin voilà. Et ces différentes personnes, du coup, passent une journée particulière dans une ambiance comme ça, un peu... Eux-mêmes n'ont pas l'air de trop bien savoir pourquoi ils se sont arrêtés, mais ils sont très contents d'avoir arrêté. Et ils vont se croiser, se retrouver, se séparer, enfin voilà. Et donc c'est un petit moment de bonheur avec quelque chose en plus quand même, quoi. Voilà. Derrière, on y repense après. Ensuite, il y a La Silhouette c'est peu qui est parue début 2015, c'était en février, c'est ça. Enfin, Oui, parce que on était. En fait, c'est voilà mm. le comment dire. Le fait qu'un livre après soit plus ou moins connu ou passé dépend quand même également du contexte général. Et là, c'est vrai que c'était juste après l'attentat enfin les attentats de début janvier 2015. Et donc c'est un livre que j'étais en librairie à l'époque et j'ai vraiment regretté de ne pas pouvoir le proposer davantage, mais c'était compliqué, quoi. Ouais. Et l'histoire elle-même, le point de départ est très doux, très beau. C'est des dictons qui sont sur des petits mots, sur des papiers dans Paris. Il y a une femme qui est chauffeur de taxi, une autre qui est scaphandrier, c'est ça, scaphandrière. Yeah. Une qui reste chez elle, elle avait un emploi, mais là elle reste recluse chez elle. Et ces personnes-là, avec les dictons en toile de fond, alors c'est pareil, elles vont se voir, se croiser, et il y a un Edmé qui est une sorte de clochard céleste, c'est un peu exagéré de dire ça, non, je sais pas, ça va bien. Qui peu à peu fait connaissance, mais il lui-même transmet des choses. Enfin, t'as peut-être quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, c'est bon, tu parles. Voilà. Et c'est pareil, c'est un instant à la lecture, c'est un moment apaisé, et voilà, on reste comme ça fait du bien. Et le plus récent, là, on est plus joyeux quand même, globalement, même si le monde va peut-être de plus en plus mal. Mais comme disait la Bruyère, il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir avant d'avoir ri. Voilà, exactement. Donc, c'est Votre commande a bien été expédiée. Et qui démarre de façon très très drôle. C'est donc Eugène dont j'ignorais qu'il était un petit quichotte, mais donc c'est un monsieur qui commande une cocotte minute par correspondance. Et alors cocotte en fonte, une cocotte en fonte. Pardon. Ah oui, c'est vrai. Non mais soyons précis. et donc il y a un problème avec cette commande. Donc il écrit au service après-vente. Il reçoit au départ des réponses très stéréotypées et finalement une correspondance par mail s'engage avec cette personne du service après-vente qui décide pour une fois de pas juste appliquer les consignes strictes,
mais quand même de se comporter en être humain qui essaie de rendre service à un autre être humain qui a un problème matériel. Et finalement, bon, je spoil pas parce que c'est assez vite dans le livre. Ils se voient, ils vont se rencontrer, ils vont aller, enfin, ils sont au Pays Basque après. Et il y a un moment où on a l'impression que le livre va partir vers quelque chose de très convenu. Puis, par ailleurs, il y a une émission de télé-réalité en toile de fond avec des vieux. Senior Story, c'est ça, Senior Story, je dis de mémoire, mais je sais pas. Qui, où en fait, au lieu que ce soit des jeunes qui sont dans un studio, machin, tout ça, ils ont choisi de faire de la télé-réalité avec des vieux. Et sauf que le problème, c'est que les vieux, ils sont beaucoup moins manipulables que les jeunes, et donc ils font pas forcément ce qu'on attend d'eux. Et donc il y a les deux choses qui se mêlent, l'histoire entre l'acheteur de, comment t'as dit, cocotte, De cocotte. de cocotte rouge en fond, voilà, et la personne qui était au service après-vente, et par ailleurs la télé-réalité avec les vieux. On a l'impression qu'on pourrait en rester là, et à un moment c'est le monde lui-même qui devient un peu bizarre, qui a des éblouissements. Voilà. Et après, j'en dis pas plus parce que sinon, c'est plus la peine de lire le livre. Mais donc, voilà. On se régale de la beauté de certains moments heureux et tout n'est pas si simple. Il y a plein de... Moi j'adore l'humour, mais ça, voilà. On a un peu le même des fois, donc forcément. Et c'est pareil, c'est un livre qu'on lit comme ça, et après on repense à des trucs. Quand on a certaines choses de notre vie personnelle, on repense à cette personne du service après-vente de la cocotte en fond tout rouge. Et aussi beaucoup là, c'est sur l'état du monde, de notre planète en fait, telle qu'elle est. Voilà. Et donc, que si Hugues était là, il dirait que c'est un très beau cadeau de Noël. Je peux le dire aussi. Voilà. Non seulement il faut l'acheter pour vous, mais aussi pour l'offrir. Ouais. Noël, que ce soit, voilà, la commande ou le rêve ou la silhouette. Voilà. Ben, merci Gilda. Merci à toi d'être venue surtout.